Il est temps de poursuivre cette exploration que nous avons commencé tout à l'heure de notre futur physiologique, spirituel, sociologique ou pourquoi pas mécanique, par une réflexion sur la constance qu'ont les transhumanistes, en général et Ray Kurzweil en particulier, d'associer Teilhard de Chardin à leur projet de singularité. C'est Ray, oui, comme le rappelle Hilaire Giron dans son récent article dans La Croix du 28 novembre 2018, c'est Ray Kurzweil lui-même qui a écrit « Beaucoup de transhumanistes travaillent dans l'architecture conceptuelle de l'OPT, théorie du point oméga, de Teilhard sans en être vraiment conscient. » Alors pourquoi cette référence à Teilhard? Est-ce un faux sens, un non-sens, une récupération, ou les deux, ou les trois? C'est ce que peut-être va nous expliquer Marie-Jeanne Coutagne, qui est professeure agrégée, docteur en philosophie et membre du conseil de la Fondation Teilhard de Chardin. Ancienne enseignante de l'éducation nationale, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles et chercheur associé à l'Université catholique de Lyon, présidente de l'Association des Amis de Maurice Blondel, responsable du centre Maurice Blondel à Aix-en-Provence, membre du bureau exécutif de l'Académie catholique de France, membre du conseil de la Fondation Teilhard de Chardin, professeur invité au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris 1 et responsable du laboratoire d'anthropologie sur l'initiation à l'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille. Non, non, non. Stop. Ces nombreuses publications sur Teilhard de Chardin, je citerai Blondel et Teilhard de Chardin, ou La rencontre imprévue, et j'aime beaucoup ce titre, entre le troglodyte et l'homme planétaire, regard croisé sur Bergson et Teilhard de Chardin, un monde selon Teilhard en marche vers l'ultra-humain, et sa connaissance des écrits de l'illustre jésuite sont un gage d'objectivité. Chère Madame, nous attendons votre intervention. Merci, mais je rougis devant cette liste impressionnante. Bon. Oui, oui, oui. Enfin bon, je ne me porte pas ça en décoration, rassurez-vous. Philosophe me va très bien. Ça suffit. Voilà. Vous allez avoir droit à 2 images. Vous avez été sage. 2 images. Certains ont certainement reconnu ce tableau de Paul Klee. Il date de 1920. Il s'intitule Angelus Novus. Il représente, comme vous le voyez, un ange sur le point de s'éloigner. Michel de Certeau, qui a enseigné dans cette maison, la salle d'à côté lui est consacrée, vous l'avez peut-être vu, aimait beaucoup cette œuvre et en a fait un commentaire éblouissant. Mais avant lui, bien sûr, Walter Benjamin, qui l'acquit et la garda jusqu'à sa mort, en a fait un commentaire très précis. Pour Benjamin, il faut accepter de regarder ce visage angélique aux yeux exorbités d'horreur, devant une catastrophe inexorable, comme en témoignent les ruines accumulées à ses pieds. Et, ajoute Benjamin, du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines, devant lui, s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête, c'est ce que nous appelons le progrès. Oui. Le texte de Benjamin date des années 30. Alors, sans doute, évidemment, évoque-t-il la guerre de 14, dont les générations qui l'ont traversée, qui ont combattu, peinent à se sortir au moment précisément où Benjamin écrit. Mais j'oserais dire que je voudrais ouvrir, et je vais quand même reprendre quelques éléments qui ont été dits quand même ce matin ou cet après-midi. Je voudrais paraphraser la fameuse phrase de Renan qui disait qu'il se pourrait que la vérité fût triste, en disant de mon côté, il se pourrait que le progrès fût triste. Les difficultés écologiques auxquelles nous faisons face sont évidemment en cause, mais pas seulement. Et les cauchemars
des transhumanistes. Je suis très attaché, comme David tout à l'heure, à souligner le pluriel, même si je vais de temps en temps inévitablement parler au singulier. Donc les cauchemars des transhumanistes, surtout ceux qui rêvent, qui délirent de manière incroyable, eh bien, peuvent évidemment aussi nous inviter à nous angoisser, à nous inquiéter. Oui, quelque part, l'homme a décidé d'intervenir sur lui-même, y compris sur l'ADN, y compris sur le génome. L'implantation de puces multiples à visée non médicale dans le corps humain est constitutive de dérives d'appropriation en porte-à-faux avec le respect de la dignité humaine. Et la science-fiction, dans une certaine mesure, n'est plus totalement un mythe. Elle n'est pas encore une réalité, et on raconte beaucoup de choses qui sont fausses. Mais tout de même, l'homme, par un élan nouveau, et en même temps très ancien, est appelé à prendre le contrôle de sa propre évolution, pour une approche palpable d'un nouveau bonheur, en tout cas d'une nouvelle réussite. Pouvoir augmenter l'homme, pouvoir le transformer, c'est, comme David l'a bien dit à l'instant, vouloir changer d'anthropologie. Et cette anthropologie nouvelle qui s'entrevoit croise l'humanisation des machines, la machinisation de l'humain, la figure du cyborg, qui n'est pas totalement réalisée bien sûr, se pointe à l'horizon, à la fois espoir, point d'interrogation, angoisse, sans doute. Surtout que les progrès, on l'a dit depuis plusieurs jours, et surtout depuis ce matin, arrivent à une vitesse folle, ce que certains penseurs appellent la rapidation. C'est le mot qu'emploie le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Pouvons-nous nous référer vraiment au père Teilhard, mort en 1955, pour amorcer une réflexion critique? Ça n'est pas évident. Peut-être même que Teilhard n'apparaît pas totalement comme fiable face à une analyse, j'ai bien dit, critique. Pour plusieurs raisons, j'en retiendrai trois. D'abord, on connaît ses liens étroits avec celui qui, en 1957, lança le terme de transhumanisme, c'est-à-dire Julian Huxley. Et l'on sait, on le sait, François Heuvet nous l'a dit ce matin, que Teilhard n'hésite pas à utiliser le terme, même si les occurrences sont rares. 4, nous a dit François Heuvet ce matin. C'est peu. Deuxième point, Teilhard est plus sensible au rétrécissement de l'espace qu'à l'accélération de nos temporalités. Il y a très peu de textes qui pourraient être interprétés directement dans ce sens. Il évoque, on le sait, une socialisation de compression dans le cadre de ce qu'il nomme la planétisation, ce que nous appelons la mondialisation, et il s'angoisse, il s'inquiète devant la pression mutuelle des êtres humains les uns sur les autres en raison de leur multiplication sur un espace restreint, mais de l'accélération du temps, rien de vraiment explicite. Troisième raison, Teilhard ne remet jamais explicitement en cause l'idée de progrès. Il utilise le mot souvent dans le sens d'un processus incoercible et irréversible, et il nous dit que ça s'accompagne souvent, mais on va aller plus près, d'une montée de conscience, et même quasiment toujours. Il y a donc quelque part au départ équivoque. Cependant, la pensée teilhardienne est bien plus complexe qu'elle ne paraît à des lecteurs pressés. Et c'est pourquoi nous voudrions la prendre comme référence dans l'amorce d'une mise à distance des prétentions de la modernité qui, comme l'a très bien dit M. Lougier ce matin, est au fondement des transhumanismes. Alors, 3 axes. La question de la téléologie, alors je n'ai pas dit théologie de Dieu, théos, téléologie, de télos, la fin, la finalité. Donc, la question de la théologie. 2, le renversement teilhardien. 3, le dedans des choses. Alors, la question de la téléologie, alors je vais remonter encore un peu plus haut que ce qu'on a fait ce matin, car les anciens Grecs utilisent pour désigner le monde le terme de cosmos. Le terme de cosmos désigne aussi la belle apparence, ce dont se parlent les femmes pour être belles. Tiens, on a vu hier qu'en paléontologie, les bijoux des femmes et les premières conceptions cosmologiques apparaissaient ensemble. Tiens donc. Bon.
En réalité, cosmos veut signifier, surtout chez les Grecs, un tout bien ordonné, harmonieusement organisé et donc accessible à l'intelligence. C'est ainsi qu'au 7e siècle avant notre ère se fonde ce qu'on pourrait appeler, d'un mot un peu anachronique, la science cosmologique, mais aussi la métaphysique et la morale, qui permet de s'adapter à l'ordre du monde. Les textes bibliques, et d'abord la Genèse, témoignent de cette adaptation possible, puisqu'à chaque geste créateur, Dieu vit que cela était bon. Cette vision du monde, dans laquelle cosmos et intelligence se répondent et s'articulent, dure à peu près jusqu'à la fin du Moyen-Âge. À l'aurore de la modernité, 15e, 16e siècle, on sait que des bouleversements majeurs apparaissent et suppose que, dans un univers où menace le chaos, je rappelle quand même, et on le rappelle pas toujours, que 15e, 16e, 16e siècle surtout, c'est pas seulement les grandes découvertes, ce sont les guerres de religion, le choc des empires et le choc d'une nouvelle conception cosmologique. Donc dans ce chaos qui menace, l'homme doit affronter un désenchantement progressif de son univers, traverser l'opacité du monde pour trouver tout seul, sa place. Dans son extrême solitude, il paraît dépourvu de moyens pour retrouver le chemin du bien. Parallèlement, la tâche de la technique change, puisqu'on passe de la technique à la technologie, qui suppose un lien entre technique et science. Et très vite, on hésite à poser des limites au progrès technique. L'inventivité humaine est quasiment infinie, bien sûr, non pas celle des individus, mais l'inventivité du groupe humain. Et, bien entendu, tout cela porte en germe la possibilité que les activités humaines excèdent, soit en excès, sur les forces naturelles. En quelque sorte, se fait jour ce qu'on appelle aujourd'hui, je fais un saut anachronique volontaire, l'anthropocène. D'où, bien sûr, cette confiance aveugle en la technologie qui va accompagner ce changement de paradigme de la modernité. En réalité, ceci n'est possible que par... Tout ça, vous le savez, je ne fais que récapituler. En raison d'une réduction des sciences à leur modèle expérimental, depuis Francis Bacon, début XVIIe siècle, et surtout à leur langue commune, depuis que la physique de Galilée est debout, sur ses deux pieds, et depuis les travaux de Descartes, et cette langue commune, c'est celle des mathématiques. Du coup, la physique dont je viens de parler, qui chez les Grecs, chez les premiers, les présocratiques, comme chez Aristote, renvoyait au vivant. Physique vient de physis, qui vient de phuein, qui veut dire croître. La physique change de nature. Pour pouvoir se prêter à la mathématisation, elle est désormais ce qui concerne la matière, c'est-à-dire l'inanimé, caractérisé par l'extériorité. C'est exactement ce que nous dit Descartes à travers sa rex extensa, c'est-à-dire son étendue. Le vivant n'est accessible à la science, à l'expérience, au travail qui est réalisé sur lui, que pour autant qu'il est mécanisable, déconnecté de toute finalité. D'où, on en a parlé ce matin, les animaux-machines de Descartes et l'homme-machine de la Métrie. La physique moderne, au sens de la modernité, donc après le XVIe, XVIIe siècle, rate le vivant. Elle s'en détourne. Elle rate le vivant en sa spécificité, obstacle considérable sur lequel déjà bute Descartes. Mais il y en a un qui a tout compris, au XVIIIe siècle, bien qu'il soit des Lumières. Et il est multiforme et complexe. C'est Kant. Le Kant de la troisième critique, c'est la critique de la faculté de juger, 1790. Il se rend bien compte qu'il y a un problème. Et il se voit obligé, à côté de la notion de cause efficiente, qui est prédominante en mécanique, dans la physique mécanique, de réintroduire, la notion de finalité. Alors on sait que c'est la notion de finalité interne. Il la réintroduit dans le vivant, mais aussi dans la nature, avec un grand N, dans sa globalité,
Et dans l'histoire, il réinterroge ainsi, en les fondant sur une critique radicale, la question de la finalité, et il nous met face au problème du sens, dévoilant dans cette inversion de la téléologie, comme la nomme Robert Spemann, c'est un spécialiste d'éthique allemand, et Olivier Rey, cette logique moderne à l'œuvre, dont on trouve bien sûr les derniers développements dans les espoirs fous de certains transhumanistes. Aussi, si l'on veut adopter une position philosophiquement critique face aux dérives actuelles, doit-on tenir compte d'une reprise? Alors, le mot, il a une très forte connotation en philosophie. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas un mot comme ça. Hein, d'une reprise de la catégorie de finalité, en la fondant de manière rigoureuse, tout en amorçant une réflexion menée à nouveau frais. Ce qui implique de revenir sur la question du vivant et d'interroger cette extériorité matérielle qui semblait sans difficulté depuis Descartes, voire Bacon. Deuxième point. Du renversement teilhardien. Il nous semble en effet, même s'il est assez curieux, d'embrayer Kant et Teilhard l'un après l'autre, je vous le concède, que la réflexion teilhardienne ne se comprend que dans le cadre d'un renversement de cette problématique inversion téléologique, source axiale, me semble-t-il, des errances transhumanistes. 3 points à retenir ici. Premier point. Teilhard, de manière récurrente, mais récurrente, hein, j'ai toutes les références dans les notes, ne cesse de refuser de se dire métaphysicien au profit d'une autre appellation. Il se dit physicien. Ah, mais il ajoute, au sens des anciens Grecs, les Oniens, Aristote. Sa phénoménologie, esquissée dès les écrits du temps de la guerre, désigne non pas une science des corps inanimés, mais précisément une description et une analyse du cosmos organisé, bien, centré autour de la question de la vie, car on sait que pour lui, le vivant est l'essence du phénomène, et particulièrement le phénomène humain. Je voudrais essayer, dit-il, de réagir contre cette situation anormale et de voir comment on pourrait, par anticipation plus que par construction, envisager ce que pourrait être la grande physique au sens des Grecs, la grande science du réel, dans laquelle l'homme ne serait plus comme aujourd'hui regardé comme une exception ou comme quelque chose d'extrinsèque, mais serait franchement intégré et par conséquent apporterait sa valeur d'interprétation. Attention. Chez Teilhard, nous sommes dans le cadre d'une herméneutique. Sa valeur d'interprétation et sa valeur de clé. Deuxième point. Teilhard semble bien avoir été précurseur d'un nouveau paradigme. Il s'agit des théories des systèmes complexes. Alors j'hésite à parler devant Gérard parce que là, il peut certainement me reprendre à tous les coins de virgule. Alors le terme de complexité très ancien en histoire de la philosophie, les Grecs l'utilisaient déjà, est d'abord employé chez les Grecs dans un sens intuitif et flou. Pour Teilhard, si la vie a beau n'occuper apparemment qu'une place restreinte dans l'immensité sidérale, elle est située précisément sur l'axe d'arrangement et, dit-il, de complexification, de structuration, à partir de la multitude hétérogène des quelques 380 types de noyaux atomiques reconnus par la physique moderne. Teilhard y voit l'effet spécifique, mais attendu, de la matière en voie d'enroulement, l'image de la spirale de la cycloïde, comme une propriété coextensive en soi à l'étoffe cosmique tout entière, saisissable pour notre regard, là où la complexité dépasse une certaine valeur critique, un seuil en dessous duquel nous ne voyons rien. Aujourd'hui, il est possible d'aborder la nature et la logique interne des phénomènes complexes. Ces idées ont vu le jour parallèlement à d'autres théories, bien sûr, comme celle du chaos de l'information, etc., dont Teilhard ignorait tout. Je le rappelle, et vous savez tous qu'il est mort en 1955. Bien. Cependant, quelque part, dans cette esquisse d'une herméneutique, il en annonce la venue, en parlant de sa fameuse loi de complexité-conscience, en évoquant la question de l'émergence, et comme le dit très bien dans un article
de la revue Études, Katirika, qui remonte à quelques années maintenant, avec une audace inouïe qui le rapproche d'un Démocrite imaginant la notion d'atome ou d'un Lucrèce évoquant les processus de l'évolution, Teilhard pressent la science de l'émergence telle que les théoriciens l'élaborent de nos jours. Troisième point. Or, cette nouvelle science qu'entrevoit Teilhard, loin d'être matérialiste, loin d'être une étude profane, au sens où elle exclurait toute réflexion de type métaphysique ou religieux, la reléguant au rang d'un animisme dépassé, Teilhard la transforme dans son sens, précisément en la réarticulant à la notion de sens. En ces derniers temps, dit-il, par suite de l'émergence de notre vision interne d'un univers enfin noué sur soi et sur nous-mêmes, à travers l'immensité du temps et de l'espace, il semble bien que le sentiment passionné d'une quasi-présence universelle tende à s'éveiller, à se rectifier, à se généraliser au sein de la conscience humaine. Sens de l'évolution, sens de l'espèce, sens de la Terre, sens humain, autant d'expressions préliminaires et diverses d'un nouveau et même besoin d'unification. Il n'en faut pas davantage pour réintroduire la fameuse finalité en un renversement radical et surprenant qui gêne autant qu'il interroge, d'autant que nous le savons, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, Thierry l'a dit, François Levé l'a dit, chez Teilhard, il y a une convergence. Alors, je suis d'accord. Nous sommes au rouet, nous sommes sur une ligne de crête, car on pourrait reprocher à Teilhard de confondre abusivement les plans épistémologiques d'une manière absolument inacceptable. Où sommes-nous? Encore en sciences? En phénoménologie? Oui, mais en quel sens? Et n'y a-t-il pas un peu de théologie dans cette théologie repensée? De quoi s'agit-il donc? Maurice Blondel, dans son bref échange avec le jeune Teilhard, en 1919-1920, lui en fit déjà grief. Or, sur ce point précis, quand on lit de près Teilhard, on constate qu'il a infléchi et développé sa position, répondant en partie, on pourrait épiloguer là-dessus, en partie aux objections blondéliennes. Ce qui nous importe ici, parce que nous sommes en train d'esquisser un chemin, simplement, c'est que Teilhard dessine les grandes lignes d'une nouvelle position métaphysique qui, tenant compte sans la connaître vraiment des objections kantiennes évoquées plus haut, comme de la nécessité et de la nouveauté d'une réintroduction inévitable de la notion de finalité, impose un modèle original qui, en abolissant, oui, les frontières entre les disciplines, tend à refonder l'unité profonde de la connaissance. C'est considérable. Et à la limite, encore une fois, d'un point de vue épistémologique, ça pose difficulté. Ça peut paraître inacceptable. Attention, voilà. Alors, on en arrive au dedans. Le défi que lance Teilhard aux métaphysiques et aux sciences modernes et postmodernes, grâce à sa vision dynamique de l'univers, suppose encore autre chose. Que le réel ne soit pas seulement la matière, entièrement appréhendée du dehors, mais que le réel soit aussi appréhendé par son autre face, le dedans des choses. Alors, il faut nous arrêter très rapidement sur le concept de Weltstoff, étoffe de l'univers, que Teilhard introduit. En effet, pour lui, l'être concret dont est constitué le cosmos, je rappelle, un tout organisé, accessible à une intelligence, ne se confond pas avec la matière et, outre le dehors, quantifiable, mesurable, calculable, présente une autre face, celle du dedans, puisque, comme il le dit, l'étoffe de l'univers a une face interne, c'est forcément qu'elle est biface par structure, c'est-à-dire qu'en toute région de l'espace et du temps, aussi bien par exemple que granulaire et ondulatoire, il y a coextensif au dehors un dedans des choses.
Autrement dit, s'il y a bien un feuillet matériel de l'étoffe de l'univers, celui-ci se fait de plus en plus subtil et différencié. Dehors et dedans sont fonction l'un de l'autre, et sur le plan phénoménal, ils constituent les deux aspects d'une seule et même réalité. Alors voici ce qu'il dit, une interprétation même positiviste de l'univers doit, pour être satisfaisante, couvrir le dedans aussi bien que le dehors des choses, l'esprit aussi bien que la matière. Un nœud à esprit, évidemment. En effet, puisqu'au niveau supérieur de lui-même, chez le vivant et chez l'homme, l'univers matériel possède un dedans, une conscience, Teilhard suppose que ce dedans, cette âme, tous ces mots, il faudrait les expliquer, cette âme des choses, doit s'étendre vers le bas à la totalité de l'étoffe cosmique. Voici ce qu'il dit, réfractée en arrière dans l'évolution, cette conscience analogique s'étale qualitativement en un spectre de nuances variables dont les termes inférieurs à peine saisissables se perdent dans la nuit. Ainsi, la concentration d'une conscience varie en raison inverse de la simplicité du composé matériel qu'elle double, perfection spirituelle et complexité matérielle n'étant que les deux faces d'un même phénomène. Et Teilhard ne va plus rien lire d'autre dans l'univers que cette histoire de la lutte engagée irrémédiablement contre l'entropie qui détruit et nivelle, entre la multitude organisée, menacée par une certaine mort, et le multiple unifié. Application tout au long de la durée de la grande loi de complexité qui, pour lui, définit la structure du monde. Là où les savants modernes, matérialistes, aveuglés par le détail de l'analyse et parfois par l'étroitesse de leur propre méthode, ne voient que hasard et incohérence, et toute la prodigieuse des vivants n'est que falote aventure de protoplasme, bon, voilà, j'ai la référence, rassurez-vous, Teilhard découvre un fil d'Ariane et le trouve justifié dans la structure même des choses. Il pose l'hypothèse d'une dérive absolument essentielle, précise, voire dirigée, là aussi c'est compliqué à comprendre, si on oublie le fameux attracteur dont on a parlé depuis tout à l'heure, arrangement de plus en plus poussé, au cours duquel des valeurs critiques correspondent à l'apparition de la vie, de la conscience et bientôt de la co-réflexion. Grâce à cette intériorité, la température psychique, comme il dit, la conscience en surpression dans la vie qui s'enroule toujours davantage, lui fait franchir une étape nouvelle et capitale, le fameux pas de la réflexion. Avec la réflexion et l'homme qu'elle révèle, c'est un changement de nature et pas seulement de degré. Je rejoins plusieurs remarques qui ont été faites tout à l'heure. Un nouvel univers surgit, nous le savons, c'est précisément la fameuse noosphère. Le choix et l'invention raisonnée, la mathématique est là, la technique, l'abstraction, la vie est comique, la politique, la morale, la religion, les rêves de l'amour, l'union possible des âmes, tout ça est en germe dans la noosphère. J'ai évoqué tout à l'heure Aristote. Le brave Aristote, pour des raisons diverses que je ne peux pas expliquer ici, disait qu'en métaphysique, à un moment, il faut bien s'arrêter quelque part. C'est même absolument fondamental dans l'évocation d'un premier moteur et dans l'évocation d'un hypothétique divin ou Dieu. Il faut s'arrêter, dit-il, anankes tenai. Eh bien, pour Teilhard, comme déjà d'ailleurs pour Blondel, il ne faut pas s'arrêter. Alors vous allez me dire, aïe aïe aïe, parce que là, Teilhard me semble en phase avec les transhumanistes. Eux aussi, ils veulent aller au-delà, on l'a vu. Bon, voilà. Pourtant, il me semble bien que Teilhard, tout en allant toujours au-delà, leur tourne le dos et prend un chemin exactement opposé à eux. Car, au sein de la noosphère, la conscience est appelée à coopérer en reconnaissant un sens, d'où l'importance de l'idée de sens que j'ai évoquée tout à l'heure, en reconnaissant un sens pour y adhérer ou pas, librement, en toute responsabilité. Il faut à l'homme, citoyen de la noosphère, un goût violent de vivre, l'expression est de Teilhard,
tout autant que la vision responsable de la dérive qu'il doit contrôler, un goût qui puisse croître au rythme de ses accroissements, de ses possibilités d'action, pour pouvoir les assumer, y compris dans les temps les plus sombres. Le monde ne peut être absurde pour la mort, ni pour une vie indéfinie et dépourvue de signification, dans le cadre d'une déconstruction ou d'une banalisation de toutes les valeurs dont se subjuguent tous les transhumanistes. Ah, revoilà ce qu'on a faussement appelé l'optimisme teilhardien qui pointe son nez. Alors tout à l'heure, on a évoqué une forme de pessimisme, une vision dramatique. J'ai envie d'appeler ça plutôt un optimisme tragique. Tragique. Car on sait combien Teilhard veut déceler en nous une dynamique qui nous maintient debout, dans tous les sens du mot. Et cette dynamique, c'est ce qui va pouvoir nous faire retrouver le goût de vivre, afin de pouvoir nous faire affronter nos responsabilités. Alors, attention, comme on l'a dit ce matin, il y a une version noire des choses. Avec Théodore Monod, ils échangent des lettres, et qu'ils échangeaient plein de choses, des tuyaux naturalistes, des petits coquillages qui s'envoyaient les uns. C'est tout à fait amusant, bon, très intéressant. Mais ils ont quand même eu un dialogue extrêmement intéressant sur la question que Monod renvoie à Teilhard, et si l'aventure humaine devait échouer. Et Teilhard prend parfaitement au sérieux l'hypothèse de Monod. Il ne la balaye pas du tout. Il dit oui, on peut pas éviter de poser l'hypothèse. Pourtant, il y a en nous comme une trace. Et c'est cette trace qu'il faut retrouver. Voilà. Il y a à retrouver le sens de l'humain. C'est ce que j'ose appeler le goût de l'humain, d'où le titre un peu bizarre de ma communication. En effet, ce goût de l'humain, fondé sur l'homme en sa finitude, permet d'entrevoir un dépassement, à condition qu'il y ait un sens à reconnaître, à traverser et surtout à assumer. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la convergence de l'univers teilhardien vu du point de vue de l'homme, dans l'hypothèse du fameux point oméga. Et on va voir qu'il y a une autre manière de voir. Contre tous les totalitarismes, on a dit ce matin qu'il y avait eu un moment d'interrogation de Teilhard, vite balayé. Ceux d'hier, ceux de demain, peut-être, hélas. Et les socialisations par le bas, Teilhard pose une évolution qui poursuit par en haut une œuvre, on l'a répété, personnalisante, loin d'être un progrès quantifiable et mesurable. C'est une dynamique éthique et spirituelle qui est tout simplement celle de l'amorisation, celle de l'amour, dont la mesure, bah oui, on parle de quantification, alors on a envie de dire, et alors, la mesure de l'amour, mais vous savez que saint Augustin et saint Bernard ont déjà répondu, la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Pour Teilhard, en effet, c'est l'autre face du point oméga. Le Christ unique est présent au sein du cosmos dès le commencement, du cosmos organisé. Il se réalise, on le sait, par l'incarnation de Jésus et par sa résurrection. Ce lien organique unit chaque homme au Créateur par la médiation du Christ. Le mystère de la Sainte Trinité, on a peu insisté sur ce point, mais ayant eu à travailler cet aspect chez Blondel, je me suis un peu penché sur la question chez Teilhard. J'avais l'impression que Teilhard ne parlait pas vraiment directement de la Sainte Trinité. Grave erreur, même si ça n'est pas absolument évident. En effet, le mystère de la Sainte Trinité anime et immerge chaque particule de vie. La réalité trinitaire se fait diaphanie, elle transparaît et se devine au sein de toute matière, la matière, nous le savons, qui est biface, et permet d'envisager un rayonnement d'espérance et de parousie. Ce jaillissement de clarté et de lumière constitue une semence du Verbe, ce logos animateur de toute vie,
promesse de soulèvement du monde et terreau d'achèvement dans le Christ universel. Il n'y a, dit Teilhard, dans l'univers qu'un seul centre, à la fois naturel et surnaturel, qui meut sur une même ligne toute la création, d'abord vers la plus grande conscience, puis vers la plus haute sainteté, à savoir le Christ Jésus, personnel et cosmique. Le cosmique, le vivant, l'humain et le christique constituent, ce sont tout ça des termes de Teilhard avec des majuscules, constituent à la fois les composantes de la vie intérieure de Teilhard et les dimensions d'un réel toujours plus complexifié. Ils représentent les formes de plus en plus hautes d'un mouvement unique de centration et d'union. Voilà la deuxième. Prométhée, Jacob et l'ange. La nature et l'homme sont bien aujourd'hui en état de vulnérabilité critique. Le développement sans limite de la technologie fait dépérir la réflexion sur les fins et le désenchantement du monde fait le reste, au point que le sens même de la vie semble aujourd'hui nous échapper. Il est urgent de réagir, y compris bien sûr face aux utopies transhumanistes qui se révèlent être des dystopies visant à faire surmonter à peu de frais ce que l'homme croit être sa honte prométhéenne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la honte prométhéenne traduit le fait de ressentir la faiblesse de la condition humaine, ses souffrances, ses limites, comparées à la toute-puissance de la perfection de la machine et de la technique. Le terme a été introduit par Gunther Anders, vous commencez à le connaître depuis ce matin, Chantal Delsol l'a évoqué, dans un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », qui date de 1956, mais qui vient d'être traduit il y a à peine quelques années. On est toujours très long pour traduire chez nous. Bon. Or, l'idée de honte prométhéenne illustre le décalage ressenti par les hommes, les êtres humains, entre deux dimensions. D'un côté, des capacités considérées comme illimitées de production technique, et de l'autre, des capacités limitées dans le domaine de l'émotion, de l'imagination. Or, nous avons hérité du projet de la modernité l'idée que l'homme ne transforme pas seulement la nature, il peut désormais espérer se modifier lui-même et même se fabriquer lui-même en renonçant à quelque chose qu'on n'a pas évoqué à propos du temps depuis ce matin et qui, moi, me semble fondamental, en renonçant à toute imprévisibilité, à tout hasard. Le temps, c'est aussi quelque part la possibilité de l'imprévisible et donc de la nouveauté, forcément. Or, ça nous gêne, tout ça. On aimerait bien pouvoir programmer, pouvoir prévoir, planifier, etc., etc. Bon. Or, justement, le croisement entre l'horizontalité de notre vie humaine et peut-être la transcendance qui se fait jour quelque part dans ce qui nous meut, se joue dans quelque chose qui peut advenir. C'est le cas, c'est pour le coup qu'il faut évoquer la question d'avant, A-V-E-N-T, l'advenu. Et je rappelle aussi, comme ce matin, les très beaux passages de Hannah Arendt sur la nativité. Bon. Autrement dit, c'est en acceptant de renoncer à la honte de cette disproportion. C'est, malgré tout, en allant plus loin, qu'il peut précisément retrouver le sens et envisager d'être plus. On l'a évoqué, je vais le rappeler ici. Mais en étant plus, est-il condamné à être Prométhée, enchaîné sur son rocher, à jamais impuissant et vaincu, ou au contraire, doit-il être comme Robocop, vainqueur, mais machine? Bon, c'est une image. On sait que les technologies nous réalisent déjà, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est un rêve de science-fiction, Robocop, mais on l'a déjà évoqué. Oui, avec Teilhard, il faut sans doute que nous acceptions d'être plus, en réveillant ce goût de l'humain que nous risquons de perdre à tout moment en faisant échouer l'aventure humaine. Teilhard présente parfois son effort radicalement neuf comme une tentative d'explication empirique et pragmatique de l'univers. Ce sont ses mots. Il évoque même, de temps en temps, l'idée que sa tentative pour rendre compte du cosmos pourrait être une esthétique. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'esthétique au début, du cosmos. Pourtant, on le sait, sa vision s'appuie bien sur une phénoménologie exigeante, mais développe, même s'il n'aimait pas le mot de métaphysique, une métaphysique implicite de l'union, et on le sait, je vais la répéter, plus spécifiquement de l'union créatrice. Cette énergie étrange, nisus constitutive du réel, force cosmique, mais aussi réserve sacrée, est pour lui le sang même de l'évolution spirituelle. Au fond, si Schopenhauer parlait de vouloir vivre, Nietzsche de volonté de puissance, en fait en allemand c'est vouloir pouvoir, Wille zur Macht. Bon. Teilhard évoquerait plutôt un vouloir aimer fondamental qui serait en même temps un vouloir unir. Car l'amour, énergie cosmique où se révèle la trace de l'action de Dieu et fondement de toute relation interpersonnelle est la clé de voûte de la vision évolutive teilhardienne qui est, je ne cesse de le répéter, et d'autres l'ont dit bien sûr beaucoup mieux avant moi, profondément chrétienne. C'est ici que prend sens la fameuse dynamique d'amorisation, avec les moments bien connus de la dialectique teilhardienne, centration, décentration, surcentration. Ou encore, dit-il, une dialectique plus souple et plus riche que les autres devient possible si l'on pose au départ que l'être, loin de représenter une notion terminale et solitaire, est en réalité définissable génétiquement, au moins, sinon ontologiquement, par un mouvement particulier à lui indissolublement associé, celui d'union, en sorte que l'on puisse écrire, suivant les cas, être égal, s'unir soi-même ou unir les autres, forme active, être égal, être uni et unifié par un autre, forme passive. Vous avez évoqué tout cela tout à l'heure. Être, pour Teilhard, c'est donc bien être plus. Renversant les visées transhumanistes sur leur terrain, et même parfois, c'est ça qui nous gêne un peu, avec leurs propres mots, Teilhard nous invite à penser absolument autrement et à briser le vertige et les illusions d'une modernité et d'une postmodernité devenues toutes deux folles. Il ne cesse de nous inviter à interroger nos certitudes, à dépasser nos frontières, à ouvrir nos intelligences et nos cœurs vers un humanisme repensé, un humanisme de dépassement, un humanisme de traversée, un humanisme cependant responsable, difficile et risqué. Alors voilà, vous regardez cette image, c'est à Vézelay, c'est un ange. On va fermer le propos sur un ange, sur un autre ange. Le premier était exorbité, angoissé, affolé, etc. Il reculait, incapable de regarder l'avenir. Celui-là, il se retourne, vous avez vu, d'un geste décidé. Tout en se retournant, il continue à lutter avec Jacob. Jacob, c'est nous. Jacob, c'est nous. Mais en même temps, vers l'avant, il ne cesse de réouvrir le chemin de l'avenir. Le chemin de l'ange, c'est notre chemin. Merci de votre attention.